Please be seated. Le président. Poursuivez, Monsieur McCloskey. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je me suis rendu compte que j'avais omis de mentionner un paragraphe du rapport de combat intérimaire important concernant le 15 juillet, concernant M. Pandurovitch. Revenons-y rapidement. Je vous ai déjà évoqué les deux paragraphes concernant les prisonniers, mais il y en a un autre plus bas qui dit ceci. J'ai fait une offre au commandant de la partie adverse qui est de séparer les civils et de forcer les autres à se rendre. Mais il a refusé. Il a demandé la libération de tout le monde ensemble. La situation reste compliquée, mais elle est maîtrisée. Fin de citation. À ce moment-là, Pandurovitch était en contact radio avec le commandant d'hommes, notamment de Mominovitch, du 2e corps d'armée. Et ils ont discuté de ce qu'il fallait faire. Apparemment, Pandurovitch a fait cette offre refusée par les musulmans. Aucune solution n'a été trouvée, mais ceci est une référence au contact qu'il a eu avec le 2e corps d'armée pour régler le problème posé par l'arrivée de la 28e division musulmane. Il savait qu'il y avait des soldats parmi ces personnes. Il a offert de faire un tri pour séparer les soldats des civils. Donc ceci n'a rien à voir avec les hommes musulmans se trouvant dans les écoles. Oui, je voulais simplement apporter cette précision. Passons. Nous parlons toujours de M. Beara et d'une conversation interceptée du 16 juillet à 11 heures. Beara et un colonel, le colonel Serovitch. C'est sans doute l'officier de permanence au commandement du corps de la Trina à Vlasenica. Serovitch appelle. Serovitch, il dit on a eu un rapport de sélection à propos de la prise de prisonniers. Réponse, le triage. Et oui, il faut trier les prisonniers, a-t-il dit. Les seuls prisonniers qu'ils avaient le 16 étaient au nombre de 1500 ou 2000 à Pilica. XS, mais le colonel Beara est tout près de moi, ici à mes côtés. Commentaire. Vous avez donc le commandant Beara là, à la brigade de Zvonik, vous le verrez. Je reprends la citation. Serovitch dit continue. Donnez-moi Beara. XS dit oui, vas-y. Allô, allô. Réponse. Bonjour, Lyubo. Je t'entends. Bonjour. Beara dit oui, je t'entends. Serovitch dit Tercula était ici à l'instant avec moi. Il était à ta recherche. Réponse je ne sais pas. Beara oui. Serovitch il m'a dit qu'il avait reçu des instructions d'en haut. Tercula, c'est un officier de l'état-major principal qui a été dépêché au corps de la Trina pour donner des renseignements sur ce qu'il fallait faire des prisonniers à Pilica. Et il a fait une halte au QG du corps d'Adrenaber a dit oui. Serovitch dit mais pour faire du triage sur cela, interruption. Ber a dit moi je ne veux pas en parler au téléphone. Serovitch dit d'accord, d'accord, d'accord. Prends soin de toi. Question. Vous savez que le triage est une notion technique où on fait une sélection entre les blessés qui ont une chance de survivre pour les traiter en priorité, les soigner en priorité, et pour réserver à plus tard les prisonniers qui ont moins de chance. Mais ici, dans ce contexte, c'est plus
grave, parce que ici, faire le triage, ça veut dire tuer les prisonniers. Document suivant qui va nous fournir quelques informations supplémentaires à ce propos. Page qui vient du journal de l'officier de permanence. 16 juillet, le jour où nous avons cette dernière conversation interceptée. Mention à 11h15 du matin. Rappelez-vous que la conversation interceptée se situait vers 11h du matin. Donc c'est à peu près simultané au niveau du temps. Zlatar, c'est le corps de la Drina, plus exactement son QG à Blasenica, où Serovic est l'officier de permanence, nous dit que le triage des blessés et des prisonniers doit se faire. Ce rapport a été fait à Béara. Nous sommes ainsi certains que cette conversation a eu lieu entre le corps de la Drina et la brigade de Zvornik, et que ces hommes sont à la brigade de Zvornik à proximité. Du lieu où les prisonniers doivent être exécutés. Les exécutions à Pelitsa ont commencé dans la matinée, sans doute un peu avant le moment où se situe ce rapport et cette interception. Une dernière chose. Prenons une conversation interceptée le 2 août. Rappelez-vous, nous avons brièvement abordé les événements de Japa. Les hommes de Japa avaient refusé de se rendre. Ils ont décidé de franchir résolument la Drina pour aller en Serbie. Ils se sont dit qu'ils ne pourraient pas se rendre en territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ils sont donc allés en Serbie. Krstić et l'état-major principal a vraiment essayé de mettre la main sur ces hommes. C'est l'objet de cette conversation interceptée entre Krstić et Popović. Krstić, oui, oui. Popović dit oui, chef. Popović sait qui est son patron. Krstić dit vas-y. Réponse. Béara vient de m'appeler. Il est revenu de là-bas ce matin, Krstić, oui. Question. Il a dit qu'il avait fait rapport à Miletic. Réponse de Krstić, oui. Question. Il y a de 5 à 600 hommes là-bas. On fait référence aux prisonniers qui sont maintenant en Serbie. Tu m'as compris? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Réponse Popović. C'est comme ça, on n'a pas le droit du tout de leur parler. Est-ce que tu as compris, Popović? Réponse oui. Krstić. Toi et Koseric, va directement à Bajina C'est la ville qui se trouve en Serbie de l'autre côté du fleuve. Koseric, c'est l'officier qui travaille directement avec Popović. Fais ce que tu es supposé faire, Popović. Il me dit qu'on va y aller pour rien. Béara aurait dit ce sera pour rien. Krstić, contacte Marković, commandant du bataillon. Popović, oui. Je veux que tu me ramènes des Turcs ici. Est-ce que tu as compris? Popović, oui, c'est clair. Tout est clair, sauf qu'il refuse de me les donner. Krstić, mais tu veux dire qu'il ne veut pas les donner? Réponse non. Question, mais c'est des Turcs. Popović, oui. Le MOUP n'autorise pas l'accès. Krstić, quoi? Popović, le MOUP n'autorise pas l'accès, t'as compris? Krstić, mais je m'en vais tirer sur eux, je vais retourner les fusils sur eux, t'as compris? Popović, compris. Krstić, vas-y le plus vite possible. Popović, compris. Krstić, au revoir. Popović, au revoir. Voici le commandant et le chef de la sécurité qui s'occupent des prisonniers qu'ils ont perdus et qu'ils veulent récupérer, les ramener en Bosnie. Ramener 500 ou 1000 personnes de Serbie pour les tuer, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils le veulent. En tout cas, il faut un gros effort pour les récupérer. Et ceci indique que les hommes de Japa ont pris la fuite en Serbie. Krstić veut les récupérer
Popovic et Krstić, qui travaillent ensemble comme ils l'ont fait pendant toute cette opération de massacre, s'occupent de cette question des prisonniers. Krstić est assez forcené. Il veut vraiment le récupérer. Intervention d'un avocat. Excusez-moi, mais la référence n'est pas correcte à la ligne 17. Ce ne sont pas les mots proposés par Popovic, le président. L'avocat, je veux que tu me ramènes les Turcs ici. C'est Krstić qui dit ça. Le président, ligne 17. Monsieur McCloskey, c'est exact. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Le président, vous êtes d'accord, Monsieur McCloskey? Réponse, oui, c'est ce que j'ai dit, mais vous savez, je parle assez rapidement. Oui, nous sommes d'accord, c'était bien Krstić qui a prononcé ces mots. Pas de problème, dit le président. Poursuivons. So we've switched here to Popovich. McCloskey. Donc voilà, on est passé à Popovic. Il y a bien sûr Miletic, Krstić, mais aussi Beara, qui sont impliqués et qui participent à cette conversation interceptée et qui manifestent le même degré de participation que celui qu'on a constaté pendant toute l'opération meurtrière. Voyons maintenant le général de corps d'armée Popovic, commandant de la sécurité dans le corps de le président. Un instant, Monsieur McCloskey, je voudrais faire toute la clarté sur un point. Vous venez de faire référence à ce dernier document, à cette conversation interceptée du 2 août. Si j'ai bien compris, c'était en rapport avec l'accusé Beara. On mentionne un certain Popovic comme étant un des intervenants dans cette conversation. D'après vous, est-ce l'accusé Popovic ici présent? Réponse oui. Le président, oui, je voulais que ce soit précisé. Réponse de M. McCloskey. Oui, c'est l'interprétation que nous faisons de cette conversation. Le président, je vous remercie. Monsieur McCloskey, cette conversation implique plusieurs personnes. Mais venons maintenant à quelques exemples concernant M. Popovic. Il était avec le général Krstić le 11. Il était Mladic, Pandurevic, lorsqu'ils ont traversé Srebrenica. J'ai une série de photos que je voudrais vous montrer pour vous indiquer où se trouvait à certains moments précis M. Popovic. Nous avons d'abord un plan fixe tiré d'une séquence vidéo. À gauche, vous avez Krstić. En t-shirt, vous avez Popovic avec une arme à la main droite. Pandurevic, c'est lorsque Pandurevic parle à Mladic pour parler du fait qu'il faut amener le Browning au sommet de la colline. Donc là, il y a un bref échange. Mais ceci montre la présence de Popovic le 11 juillet avec ses hommes qu'on voit sur la photo et qui participent à l'entrée de Srebrenica. Puis vous avez ce cliché pris le 12 juillet. Après la réunion à l'hôtel Fontana le 12 juillet, Krstić accorde une interview à la presse serbe juste devant la base du bataillon néerlandais en disant à la presse serbe que tout va bien et que tout va bien, que tout le monde pourra partir alors qu'il y a des autocars qui emmènent les femmes et les enfants, qu'on va bientôt séparer les hommes de leur famille et qu'il y a des brutalités qui sont commises au moment même où sont prises ces photos derrière les bâtiments et dans d'autres endroits. Mais si vous voyez à l'arrière-plan, derrière l'épaule gauche de Krstić, l'image est un peu floue, mais vous entendrez des témoins qui viendront vous dire qu'il s'agit ici du général de corps d'armée Popovic, présent là le 12 juillet au moment où les événements se déroulent. Photo suivante.
Là, on ne respecte pas nécessairement la chronologie parce que celle-ci, elle précède en fait la dernière photo que nous avons vue. Nous sommes devant l'hôtel Fontana le matin du 12 juillet, juste avant la réunion qui a lieu à 10 heures. Réunion de Mladic avec le bataillon néerlandais, avec les représentants musulmans et avec d'autres représentants civils. C'est à ce moment-là que euh, Mladic a dit qu'il voulait effectivement trier les gens pour trouver s'il y avait des criminels de guerre de 16 à 60. Et il a dit aux musulmans qu'ils devaient décider de la question de savoir s'ils voulaient survivre ou disparaître. Alors derrière, donc, vous voyez un homme moustachu, c'est Momir Nikolic. À ses côtés, vers la droite, vous avez Radoslav Jankovic, officier du renseignement qui vient d'arriver peu de temps auparavant de Serbie, mais qui est maintenant officier principal du renseignement à la VRS. Il parlait un peu l'anglais. C'est une des raisons de sa présence. Et puis nous avons un garde du corps de Mladic et tout à fait à droite, nous avons Vujodin Popovic. Nous allons maintenant arriver à la réunion qui se tient à l'hôtel Fontana. Vous voyez Popovic en train de boire un peu d'eau. À sa gauche se trouve un homme. Il me semble que c'est l'officier chargé des médias, Milutinovic. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais là, on a eu quelques difficultés à reconnaître. Et puis, vous avez Jankovic. Et de l'autre côté, celui qui se trouve à la droite de Popovic, c'est Miroslav Deronic, chef du parti à Bratunac, dont nous entendrons parler. Et à côté de Deronic, vous avez Vladimir Vasic, qui est le chef de la CSB de Zvornik. Et la personne dont on voit la nuque, c'est le commandant Moring du Dutchbat. Et à sa gauche se trouve une dame. Mais nous avons ici, une fois de plus, la présence de M. Popovic. Prenons un carnet de notes du 15 juillet. C'était le journal de l'officier de permanence 9, 3, 5, 6. Ce sont les derniers chiffres du numéro ERN. There's a note that the duty officer, Nenad Simic, who Nenad Simic, c'était l'officier responsable des questions de morale des troupes, du culte et des questions juridiques. Et Drago et Popovic doivent faire rapport au commandant Golic en début de journée. Donc Drago, Nikolic et Popovic vont faire rapport de ce qu'ils font. Le 15 juillet, ils s'occupaient des prisonniers se trouvant dans le secteur de la brigade de Zvornik. Ils étaient en train de les tuer. Et puis un peu plus tard, le 15, Drago Nikolic est devenu, après ses fonctions d'officier de permanence, nous avons un exemple manuscrit. Nous allons élargir la partie qui dit demande. Premier bataillon. C'est l'écriture de Drago Nikolic. La demande, elle vient du premier PB. Ça veut dire premier bataillon, celui qui est responsable du secteur de Pilica. C'est là qu'il y a environ 2000 prisonniers en détention à ce moment-là. Il leur faut 50 litres de diesel et 20 litres d'essence. Et ça, c'est pour le transport des troupes à Kula. Kula, c'est dans cette école qu'on sont détenus les prisonniers. Kula, c'est un village minuscule, c'est même pas un village, mais il y a une école à Kula. Le 15 juillet,
on va transporter des effectifs du 1er bataillon à Kula. Pourquoi? Mais il y a une seule raison à cela. C'est parce qu'il y a 15 ou 100 musulmans ou plus qui y sont. On a donc le 1er bataillon qui doit consacrer des ressources et du temps, alors que le 15 juillet, les musulmans tirent sur eux des deux côtés. Donc c'est le problème qu'a Pandurevic, parce qu'ils doivent garder ces prisonniers. Comment les garder? Il faut les tuer. Alors maintenant, on parle de 10 caisses de munitions de calibre 7,62. C'est le genre de munitions, de balles utilisées par l'AK-47, arme surtout utilisée dans l'arme la plus utilisée dans ces exécutions en masse. Et ces 10 caisses étaient sans doute destinées à l'opération meurtrière. Le 1er bataillon a sa zone tout à fait au nord. La colonne n'y est jamais arrivée. Et il n'y avait pas beaucoup de pression venant du 2e bataillon. Ici, pourquoi ont-ils besoin de beaucoup de caisses au moment où ils vont passer pratiquement toute la journée à assassiner des prisonniers? Eh bien, c'est le 10e détachement de sabotage qui va surtout tirer, qui va surtout exécuter. Et les balles avec lesquelles ils vont le faire viennent de Vinko Pandurevic. Fort bien, 16 juillet. Autre mention dans le journal de permanence. Terbic, Milorad Terbic est l'officier de permanence. 07 à 8h55. Golic a demandé à Popovic de l'appeler. Il a dit qu'il n'aurait sûrement pas ce qu'il demandait. Il sait ce qu'il est censé faire d'après la procédure prévue. Message transmis à Popovic à 9h10. Entre parenthèses, boss PR Panorama 01. Donc, ça vient du journal de permanence et l'officier peut transmettre ce message à Popovic. On ne sait pas trop ce que Popovic a demandé, mais une chose est claire. Son supérieur lui dit, là je cite, « Il sait ce qu'il est censé faire d'après la procédure convenue. » Entre parenthèses, boss PR, procédure Panorama 01. Panorama, c'est le nom de code donné pour l'état-major principal. Et quand on parle du chef de l'unité, c'est 01. Donc 01 Zlatar, Kordodrina, c'est Kerstic. 01 pour Panorama, c'est Mladic. 01 pour Zvonik, c'est Pandurevic. Alors, quel que soit l'objet de la conversation, on dit à Popovic le 16 de faire le travail qui lui a été confié d'après une procédure convenue par Mladic. Alors, à ce stade, il n'avait qu'une mission, Popovic, c'était celle d'organiser les meurtres, les assassinats. Bien, alors maintenant nous avons une conversation téléphonique qui a été interceptée et qui porte la date du 16 juillet et qui s'y rapporte. C'est entre l'officier de service de Zlatar et l'officier de service de Palma. Palma étant le nom code pour Zvornik. Ils n'ont pas modifié ces noms, donc ils étaient pratiquement tout le temps employés pendant une bonne partie de la guerre, certainement en 1995. Et ce dont il s'agit, c'est le fait que Popovic a besoin de fuel, pour les diesels, pour les transports, pour la tâche qu'il est en train d'accomplir. Et le fuel, à ce moment-là, en Bosnie, c'est comme de l'or, c'est très difficile à obtenir. Et donc, on tient des comptes très précis concernant les carburants. C'est la raison pour laquelle il doit avoir cette conversation. C'est une denrée difficile à obtenir et certainement essentielle
pour cette opération d'assassinat. À ce moment-là, nous avons environ 1500 personnes à 2000 personnes à l'école de Kula et au centre culturel de Pilicha. Et vers 10 heures, on est en train de les transporter dans les cars et des camions jusqu'à la ferme militaire de Branievo, à quelques kilomètres de là. Alors, on a besoin de beaucoup de carburant pour faire fonctionner les cars en navette, aller-retour. Un car peut prendre environ 50 à 60 personnes, un peu plus si vraiment vous entassez vraiment les gens dedans. Mais il faut du carburant pour cela. Et ça, c'est ce que fait Popovic. Et vous le verrez lorsque vous aurez examiné ce document. Je cite: Allô Zlatar, passe-moi l'officier de service. Oui. Officier de service de Palma, 500 litres de D2 pour le lieutenant-colonel Popovic. Charta, pour le lieutenant-colonel Popovic, oui. Coupure de la ligne, il faut le reprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à l'officier de service de Zlata. Allô, est-ce que vous avez la communication? Allô, est-ce que c'est Basevic? Un instant. Allô, est-ce que c'est Basevic? Les gars qui sont à Zlatar n'ont pas bien compris. J'ai demandé l'officier de service, vous savez? Oui. Le lieutenant-colonel Popovic est ici à Palma, vous savez? L'autre répond oui. La personne répond oui. À Palma, l'officier de service et l'officier de service de Palma dit 500 litres de D2 sont nécessaires d'urgence. Il en a besoin pour la tâche qu'il accomplit, sinon on va être obligé de s'arrêter. Alors, il est 13h58, l'opération d'assassinat à Branievo a commencé. Et Basevic dit, eh ben, qu'il aille se faire foutre. Vous n'avez pas 500 litres de carburant? Il demande que l'on charge 2 tonnes. Réponse: je ne sais pas, il m'a simplement appelé depuis le terrain et il m'a demandé de vous passer le message. Du 1er bataillon près de Pilica, on ne peut pas appeler directement sur une ligne militaire le quartier général du corps de Zenica Drina. Il faut passer par la ligne qu'ils ont directement entre le quartier général de la brigade de Zvornik, où on obtient le fichier de service. C'est pour ça que cet échange a lieu. Alors Basevic dit: 2 tonnes de fuel sont maintenant en route pour l'endroit où vous vous trouvez. On n'arrive pas à trouver de carburant. Est-ce qu'il faut que je le fasse porter par hélicoptère? Réponse: bien. Alors écoutez, mettez-vous en rapport avec Rochevich. Je ne sais pas ce que ceci veut dire. Est-ce que le commandant Golic est là par hasard? Réponse: oui. Bon, alors passez-le moi. Question: maintenant, Palma veut parler à Golic, dont nous avons entendu parler. Golic, Pop, c'est son surnom de Popovic. Golic. Pop vient de me contacter et m'a dit de vous appeler. Il faut envoyer immédiatement 500 litres de D2, sinon il va être obligé d'interrompre sa tâche de pompier. Oui. Question: oui, 500 litres, sinon il va être obligé de s'arrêter. Bon, ok, tout de suite. Salut. Immédiatement après cette conversation, un car chargé de carburant doit aller au village de Pilica. Oui, il est à Zvornik et maintenant nous savons que le carburant doit aller à Pilica, au village de Pilica, 500 litres. Bon, non, il faut y aller avec un réservoir de carburant du bataillon de véhicules. Alors, c'est distinct? Oui, oui, il faut que ce soit distinct, séparé. Question: mais le lieutenant-colonel Kursmanovic doit appeler le bataillon là-bas, des véhicules. Alors, ensuite, on regarde maintenant le carnet de bord, le carnet de l'officier de service, c'est la pièce à conviction suivante. Il y a une notation à 14 heures et il faut rappeler que cette conversation enregistrée est de 13h58. Donc, à nouveau, Terbic est l'officier de service. À 14 heures, Popovic demande un car avec un réservoir complet ainsi que 500 litres de D2. L'officier de service Zlatar et Golic sont informés. Donc ces deux enregistrements de conversation
réunis avec une référence faite à Pilicha. Nous savons absolument ce qui se passe et c'est du flagrant délit, absolument. Ceci montre, au-delà de tout doute raisonnable, que Popovitch est en train d'accomplir sa tâche, qui est d'organiser le transport des hommes musulmans de Koula pour qu'ils soient assassinés à Branievo. Et il y a également un autre document, c'est un document qui constitue un reçu de Zvornik, qui en fait, c'est un reçu pour les 500 litres de fuel avec le nom de Popovitch qui figure et encore une fois une mention de Pilicha. Donc nous avons là des éléments de preuve très solides, très clairs, sans ambiguïté, qui montrent bien que cet homme est en train d'accomplir sa tâche, qu'il transporte ces gens et qu'il les conduit à leur mort. Bien. Encore une mention dans le carnet, une entrée qui est à la date du 16 juillet. C'est un message que l'on voit noté au milieu de ce carnet, message de Zlatar, selon lequel le lieutenant-colonel Popovitch doit rejoindre Vinko Pandurevitch sur le terrain à 16h40. Ce message est relayé par le 1er bataillon disant que Popovitch doit se présenter à l'officier de service de façon à ce que l'on puisse l'envoyer pour faire sa mission à Zlatar. Par Zlatar. Donc ceci montre bien que Popovitch est effectivement dans le secteur du 1er bataillon, parce que c'est là que les messages lui sont envoyés pour pouvoir lui parvenir, et ceci montre que Zlatar a quelque chose en tête pour ce qu'il devra faire, et qu'il doit aller voir Pandurevitch sur le terrain. Alors vous entendrez, vous comprendrez, d'après d'autres éléments de preuve, que c'est à peu près au moment où Vinko Pandurevitch a ouvert un couloir pour que la colonne de musulmans puisse passer, et ces renseignements sont à ce moment-là diffusés par la police, éventuellement finissent par parvenir à l'état-major général, au bureau du président. Et vous verrez donc des éléments de preuve selon lesquels l'état-major général et le président sont très préoccupés par le fait que quelqu'un ait constitué une brèche dans une colonne en les laissant passer. Et Pandurevitch a fait cela de son propre chef, sans approbation, après, comme je l'ai dit hier, que quelques 50 soldats, de ces soldats et de soldats du MUP aient été tués dans ce déplacement massif de population. Et le corps de la Drina et l'état-major général veulent avoir des renseignements fiables sur ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que pour voir ce que ce commandant peut être en train de faire. Et faut-il qu'ils envoient un officier de sécurité? Naturellement, ce sont ceux qui suivent et observent ce que font les commandants. Donc, ils ont Popovitch sur le terrain, ils le joignent, ils l'envoient au poste de commandement avancé, loin de l'endroit où il accomplissait sa tâche à Pilica, où il voit en fait une partie des résultats de cette horrible bataille, et il rend compte des résultats au corps et de la façon épouvantable dont les choses se passent. Et il parle également un peu dans cette conversation de l'opération d'assassinat. Mais voilà ce dont il s'agit. Ceci nous fournit des renseignements importants sur les endroits où se trouve Popovitch et ce qu'il est en train de faire, et ce que fait Vinko Pandurevitch. Et ceci, évidemment, se relie au génocide. Et ceci est donc, il est rendu compte à l'état-major général, au corps. Ils ne veulent pas que cette colonne puisse être dissociée, de sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi quelqu'un aurait ouvert une brèche dans cette colonne. Pandurevitch a à faire face à cette réalité qu'il y a davantage de tués parmi ses soldats. Il y a eu cette brèche dans la colonne, et il a dit cela à ces gens par la suite.
Comme vous le verrez, l'état-major général a envoyé des officiers supérieurs un jour ou deux plus tard pour se rendre compte et faire enquête sur ce qui s'est passé, parce qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits. Mais à la suite de cela, je pense qu'ils sont revenus satisfaits du fait que Pandurevic, compte tenu des circonstances, avait fait ce qu'il convenait de faire en ouvrant cette brèche pour la colonne. Bien, Monsieur Nikolic, comme vous vous en souvenez, ou peut-être vous pouvez vous en souvenir depuis hier, nous avons vu que M. Nikolic, lorsqu'il appelle Dragan Obrenovic depuis le poste de commandement avancé et lui dit « Je viens juste de recevoir un appel et les musulmans, des milliers de prisonniers musulmans sont en train d'arriver. Nous devons les loger et les tuer et je ne repasserai pas sur cela avec vous encore une fois, mais comme je l'ai dit, il a été en mesure de se faire relever et d'aller s'occuper de ses obligations pour les prisonniers musulmans et d'aller à ce que l'on a appelé le poste de commandement avancé. Ceci est attesté dans le livre, dans le carnet d'opération. Et la brigade de Zvornik a un poste de commandement avancé où on tient un journal. Et nous vous avons traduit les parties qui nous semblent pertinentes. Nous notons, et je vais vous présenter cet élément de preuve, si l'on pouvait, s'il vous plaît, agrandir ceci, Janet, oui, il s'agit du 13 juillet, et c'est le commandant Galitch, qui est l'un des officiers de la brigade de Zvornik, qui écrit j'ai repris les fonctions, pas de date ou d'horaire, j'ai repris ces fonctions du lieutenant Drago Nikolic à 23 heures. La nuit dernière a été relativement calme avec quelques attaques par les forces ennemies de ces divers endroits, mais nous n'avons pas subi de pertes ni de dommages. Donc nous voyons que dans la soirée, après que Obrenovic ait reçu cet appel, le commandant Galitch fait un remplacement de Drago Nikolic qui n'était pas prévu, ce qui corrobore la déposition de Dragan Obrenovic, et c'est clairement une réaction normale. Ils ont là des milliers de prisonniers musulmans qui sont en train d'arriver, nous avons appris cela par un survivant, et Nikolic doit faire face à la situation. Et donc il obtient d'être relevé, alors que ça n'était pas prévu, d'un poste très important qui est le poste de commandement avancé. Bien, le document suivant est une mention qui a été introduite dans le carnet de bord, pour ce qui est d'un véhicule qui concerne un véhicule qui appartient à la police militaire. Et vous voyez là qu'il s'agit donc d'un carnet de police militaire de la brigade de Zvornik. Et si nous pouvions passer à la section suivante, là où il y a une page blanche, et juste après cela, on parle de date, il est question de date, nous pourrions à ce moment-là agrandir, là où il est question du 13 juillet, les deux pièces. Donc nous avons deux entrées pour le 13 juillet, je vous remercie. Et ceci montre ce véhicule, que ce véhicule, le 13 juillet, est allé à un petit village, Orahovac, puis à Zvornik, puis est revenu à Orahovac, puis Standard, enfin c'est ce nom, excusez-moi, au quartier général de la brigade de Zvornik, puis de nouveau à Bratunac. Bratunac, c'était le 13 juillet, vous savez, c'est à ce moment-là que les prisonniers étaient gardés. Ils n'ont pas encore été transférés en masse jusqu'à la soirée du 13. Et ceci montre en fait la participation de la police militaire qui est évidente aux emplacements clés. Et si nous suivons sur la page suivante, ceci décrit la journée du 14 jusqu'au 17, les choses deviennent très claires. Voilà encore un exemple. Il s'agit du même véhicule, mais c'est simplement une suite. Si l'on passe à la page suivante, pourrait-on s'il vous plaît agrandir pour le 14 puis le 17, si possible? Donc on peut voir quels sont les
les allées et venues, les itinéraires. Vous reconnaissez le mot standard le 14, standard Orahovac, Rochevich, Orahovac, Zvornik, standard local, 14 juillet. Et ça, c'est quand les prisonniers sont en train d'être tués. Des prisonniers sont emmenés à Rochevich en même temps. Le 15 juillet, Karakai, Rochevich, local standard Divich Vornik. Puis le 15 juillet, Rochevich, ça c'est l'horaire clé pour Rochevich. Et nous regardons également au 15 juillet, nous voyons standard Kozluk. Ça c'est le moment où ces gens, ils sont en train d'être tués. Standard Rochevich, Kozluk local. Donc ils sont tous Kozluk et Rochevich. Ce sont des tout petits villages où ces personnes sont en train d'être tuées et ils sont en train de surveiller l'opération. Le 16 juillet, Kula, tout petit village près de Pilicha, puis local standard Kozluk, ça c'est au moment où on est en train de les enterrer. Rochevich, peut-être qu'il y a encore des prisonniers à l'école. Pilicha, retour à Pilicha à la fin de la journée. 17 juillet, ils vont à Kravicha, je ne sais pas pourquoi ils y vont à ce moment-là. Et je ne peux pas penser que Nikolic soit dans ce véhicule, mais il est clair qu'il s'agit d'un véhicule de la police militaire ou de la sécurité militaire. En fait, il dirigeait la police militaire. Et il était au courant de ce qu'il faisait, de ce à quoi il participait. C'était sa tâche de les diriger, de les organiser. Et vous entendrez de la bouche de certains de ces membres de la police militaire qui ont reçu les directions de Drago Nikolic à Orahovac et qui ont participé à ces événements. Un autre document qui a trait à la police militaire est un tour de garde dont on vous montrera une photocopie pour la version serbe ou la version de la brigade de Zvornik, au moins en partie. Pas cette section-ci, mais celle qui comporte les noms. Je crois que vous l'avez retrouvée ici. Oui, bien. Donc, c'est en fait un tour de garde de la compagnie de police militaire, montrant que Drago Nikolic a ses responsabilités. Et vous voyez, d'après un rapport d'expert, je vais maintenant montrer le document original. Il n'est pas normalement nécessaire de présenter le document original, mais celui-ci, je voudrais vous le présenter, à moins qu'il y ait une difficulté. Ceci montre qu'environ 12 à 14 membres de la police militaire dans la journée du 14 juillet, vous pouvez voir la version originale, les lettres, il y a donc dans les différentes cases les lettres de O à T, puis ensuite ce document, vous voyez une petite légende, T c'est le terrain, ce qui veut dire qu'on doit être à ce moment-là sur le terrain, et puis vous voyez que l'on a gommé au crayon O de Orahovac, et nous voyons que ce document concerne environ 12 à 14 policiers militaires qui à l'origine, il y avait un 0 à côté ou un O à côté de leur nom pour Orahovac, ceci a été effacé et T a été inscrit par-dessus. Et je crois qu'il y en a 6 ou 7 le jour suivant. Le 15, le R a été effacé, le T a été inscrit par-dessus, ce qui veut dire, R c'est pour Rochevich. Puis ils ont rajouté T, inscrit par-dessus, c'est l'unité dont Drago Nikolic est responsable. Ceci est une indication bien claire. Vous entendrez ceci d'après les dépositions des personnes qui se trouvaient là à Orahovac, qu'ils étaient bien là et que ceci était en fait une tentative pour cacher tout cela. Or, Drago Nikolic aurait été au courant et aurait participé à cela. Bien. Un dernier document que je ne vais pas examiner en détail, c'est un document qui a trait à ce dont je vous ai parlé, le récit que je vous ai fait. Ce document est daté du 26 juillet. Il est de la main de Drago Nikolic et il est adressé au procureur militaire à Bielina. Il est intitulé « Collaboration avec l'ennemi, rapport adressé à ». Et ensuite,
il poursuit en expliquant comment après Srebrenica, ces gens ont été faits prisonniers, qu'ils ont été aidés par quelques officiers de Zvornik et qu'ils ont ils ont fait l'objet de poursuites. Et c'est là un parmi de nombreux documents qui ont trait à cette sombre affaire où, après avoir été utilisés comme témoins contre les Serbes, ces hommes ont été tués. Drago Nikolic a participé à cela, il le savait, il en est responsable. Ceci montre également qu'il y avait un système qui fonctionnait, qui était mis en place pour obliger les gens à agir de cette manière répréhensible. Mais je n'ai encore rien dit à ce sujet et je n'en dirai pas grand-chose. Mais il y a un système très net, que l'on voit très nettement, pour pouvoir poursuivre les délinquants. Personne n'a jamais été poursuivi pour cela. Vinko Pandurevic n'a rien fait pour exercer des poursuites ou faire des enquêtes ou quoi que ce soit, non plus que M. Borovtchanin, alors qu'ils avaient le devoir de le faire. Et ils ne l'ont pas fait, c'est parfaitement clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc ceci, c'est la fin des nombreux documents essentiels pour cet aspect de l'affaire. Il y a donc ces documents, ces conversations téléphoniques interceptées, les dépositions de divers témoins, en particulier les témoins qui ont les choses de l'intérieur et qui concerneront directement les actes ou le comportement, la conduite des accusés. Je voudrais dire quelques mots encore. Lorsque des ordres qui sont criminels émanent de tout en haut, ils redescendent comme une épidémie, comme une maladie et qui infecte la plupart des personnes qui se trouvent dans des positions d'autorité ou de pouvoir qui ont reçu pour tâche d'exécuter de tels ordres. Il n'est pas nécessaire que les choses soient ainsi, parce qu'en fait, obéir ou exécuter des ordres criminels n'est pas impératif, on n'y est pas obligé. Un soldat, à ce moment-là, un militaire devient infecté par cela lorsqu'il fait cela de son propre chef, de sa propre volonté. Ça n'est pas comme une maladie, ça n'est pas contagieux. À ce moment-là, on le fait parce qu'on a choisi de le faire. Mais pour un soldat, c'est différent. Il est essentiellement, et pour commencer, une personne qui a des devoirs, un honneur, un code. Et ici, il y a des hommes qui sont là pour nous protéger, protéger nos foyers, et qui vivent selon un code très important que le tribunal d'ailleurs a pour mission de faire respecter. Ces hommes ont reçu cette formation et ils connaissent bien la différence entre le bien et le mal. Et ils choisissent de faire le mal. Leur devoir, leur conscience leur dit très clairement qu'ils ne doivent pas accepter des ordres à caractère criminel. Tout soldat a un choix. Il peut prendre le téléphone ou une arme et il peut choisir de ne pas suivre les ordres et se retirer. Appeler par exemple le CICR, sortir de la ville, bon, ceci peut ruiner votre carrière. Bien sûr, cela demande, cela exige une immense force de caractère et un immense courage qu'aucun des accusés qui se trouvent aujourd'hui au tribunal ne possédait. S'ils ont perdu leur honneur, je ne sais pas, c'est probablement à l'occasion de cette guerre ethnique. Il n'y a que eux qui le sachent. Mais lorsque vous examinerez la question de l'intention, je vous prie de vous rappeler que chacun de ces hommes a volontairement et consciemment choisi de soutenir et d'appuyer l'exécution de ces crimes abominables en toute connaissance du fait que leur contribution jouerait un rôle très important et crucial pour pouvoir commettre de tels crimes. La seule façon dont nous pourrions voir ce qu'il y a dans l'esprit de ces accusés, c'est par leurs actions et leurs déclarations.
Et je pense qu'en fait, sur la base des éléments de preuve qui vous seront présentés, vous pourrez déduire que ces hommes avaient l'intention d'obtenir des résultats connus pour leur comportement. Les éléments de preuve en l'espèce qui vous seront fournis montreront qu'il n'y a pas d'autre alternative raisonnable. Ceci n'est pas un cas où il s'agit simplement d'aider et d'encourager. Si le tribunal veut résister à une forme d'impunité, il faut qu'il exige que ces hommes soient responsables de leurs actions. En conclusion, je voudrais vous parler à nouveau des victimes. C'est pour cela que nous sommes là, pour l'essentiel. Je voudrais vous rappeler les paroles d'une femme de Srebrenica nommée Mirsada Malagic, dont je n'oublierai jamais les paroles. Elle a dit en déposition dans l'affaire Kerstich, vers la fin de sa déposition, le juge Rodriguez lui avait dit qu'il faudrait qu'elle reste un jour de plus, comme vous savez que ceci peut arriver, et elle a suggéré qu'elle pourrait peut-être sortir un peu, voir un peu la haie, et donc c'est ce qu'elle a fait. Et lorsque elle est revenue et a terminé sa déposition, voilà ce qu'elle a dit. Pensez au génocide lorsque vous entendez ce qu'elle a dit. Hier après-midi, lorsque je suis revenu d'ici, je suis allé me promener dans votre ville. Je l'ai vraiment aimé. Ce qui m'a attiré le regard, c'était un monument que nous avons vu. C'était un monument consacré aux femmes qui attendent des marins qui ne reviennent jamais. Et ce monument de ces femmes m'a profondément touché et je souhaiterais trouver une statue comme cela et pouvoir l'avoir en Bosnie avec moi. Peut-être que ceci pourrait permettre une comparaison pour les mères et les femmes de Srebrenica qui ont attendu et espéré pendant tant d'années, sauf que nous avons suivi des voies différentes et nous allons retourner à nos forêts qui sont vides. Nous avons vu nos fils, nos maris qui sont partis dans ces bois et nous n'avons rien trouvé d'autre les concernant. Nous ne savons s'ils sont vivants ou morts, où se trouvent, où gisent leurs os. Un très grand nombre de mères sont mortes en espérant contre tout espoir, et il est tout à fait possible que toutes ces mères finiront ainsi parce que leur nombre est en train de diminuer tous les jours. Mirsada a perdu son mari Salko, ses deux fils, Elvire et Admir. Admir n'avait que 16 ans. Son neveu Samir, et ceci n'était pas inhabituel, un grand nombre ont subi des pertes et ont souffert davantage. La perte de ces hommes et de ces garçons et les effets, vous les comprenez, c'était un génocide en Bosnie que nous ne devons jamais oublier. Je vous remercie. Le président Agus, je vous remercie, monsieur McCloskey. Un instant, nous devons discuter d'un certain point. Les juges se consultent.